cette réunion a lieu seule. J'ai compris. Hello, hello, bonjour à tous. Bonjour Daphné, bonjour tout le Bonjour monde. Lucie, bonjour à tous. Voilà. Ben, écoutez, ravie de vous retrouver pour une nouvelle conférence de Women in Design. Donc, je rappelle que le cycle de conférences, c'est une fois par mois, on accueille un ou une experte du design sur un sujet de prédilection, un sujet dont il est le spécialiste. Et aujourd'hui, on accueille Daphné Postassoliou, qui est directrice de création et directrice enfin, co-directrice de l'agence 86 qui est une agence sino-française, il me semble, donc qui travaille essentiellement avec des clients chinois. Voilà, Daphné, moi, on se connaît depuis à peu près une vingtaine L'école. d'années. Ouais. Voilà, on a été étudiantes ensemble à l'ECG, donc je suis ravie de te retrouver, de te recevoir ici et puis de te donner la parole sur un très très joli sujet. Donc, je te laisse te présenter et nous présenter la thématique d'aujourd'hui. Génial. Merci beaucoup Lucie, merci les Women in Design de m'accueillir et me donner le micro aujourd'hui. Alors, en effet, on s'est rencontré avec Lucie en école de communication visuelle à l'ECV, parcours de directrice de création en ce qui me concerne. Et je co-dirige donc Plus 86. Pour l'anecdote, Plus 86, c'est le code indicatif pour appeler la Chine. Et donc, notre spécialité chez Plus 86, c'est le métier de l'agence de publicité. Donc, on fait de la création de contenu pour les marques. Et on a l'expertise du marché chinois. Donc, en fait, on travaille surtout en réalité avec des marques qui sont françaises ou internationales et on les accompagne justement sur des campagnes dédiées pour le marché chinois. Donc, nous sommes basés à Paris. C'est quelque chose de très important pour nous, évidemment, d'être ici parce qu'on est justement proche des sièges, des marques, de nos interlocuteurs clés. Et on est évidemment connecté sur une base quotidienne avec le marché chinois. On est une équipe qui est sino-française et l'agence voilà, fête depuis cette année, sa troisième année. Et voilà. Alors, évidemment, ayant dit tout ça, le sujet d'aujourd'hui, c'est de vous donner un petit aperçu, je dirais, et compréhension de l'écosystème digital chinois qui, pour le coup, est vraiment spécifique et vraiment unique et qui a aussi un intérêt, du coup, très, très spécifique et très particulier sur le design, la création et justement la création de contenu qui nous intéresse et qui évidemment, nous réunit sur ce projet en commun. Alors, je vais partager mon écran parce que j'ai évidemment besoin de support pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et je pense que vous voyez mon écran, c'est bon. Voilà. Alors, donc plus 86, c'est nous. Il y a les petits, vous pouvez très facilement, de toute façon, via les Women in Design, nous retrouver sur les réseaux sociaux. Si vous avez envie, évidemment, de nous suivre et de découvrir notre travail. Et aussi peut-être les contenus justement qu'on fait spécifiquement sur l'écosystème digital chinois sur notre LinkedIn. Alors, on a à peu près une heure ensemble, chère audience, et j'ai beaucoup de choses à vous partager et justement pour vous expliquer un petit peu pourquoi cet écosystème en Chine digitale est si spécifique et si particulier. Ce qui est très important, je pense, de comprendre, c'est que la Chine, bon, c'est un pays très très grand et aussi très très peuplé. On est à peu près sur une population qui doit faire 1,5 milliard. Sur cette population d'1,5 milliard d'habitants, eh ben, en fait, il y a plus de 1 milliard qui sont des Internet et des smartphone users. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en Chine, à la différence peut-être du monde occidental, on ne parle pas de mobile first, mais on parle de mobile only. Ça veut dire qu'en termes de device, les gens ne sont pas du tout dans leur consommation ou dans leur interaction à utiliser en tout cas les ordinateurs, mais surtout leur téléphone portable. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre et à retenir parce que c'est ce qui contribue, en l'occurrence, à faire de cet écosystème quelque chose de si spécifique puisque c'est consommateur. Ça veut dire qu'en termes de volume de population, on est à peu près à plus de 70% de personnes qui utilisent voilà, leur smartphone, leur téléphone mobile
pour pouvoir justement interagir, consommer, accéder à du contenu, etc., etc. Ce qui est important après, c'est un peu les chiffres clés qui sont ici dans cette slide que vous pouvez visualiser. C'est que, en fait, à travers ces différents users, on a justement quasiment 1 milliard qui sont vraiment des aficionados du format vidéo court, d'autres qui sont sur 728 millions des utilisateurs en tout cas et des consommateurs de live streaming et évidemment quasiment 1 milliard également de shoppers qui sont online et uniquement online. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont assez impressionnants. Ça va évidemment complètement de pair avec le fait que la Chine est un pays très, très peuplé et assez énorme en termes de territoire. Quelques notions aussi de ce territoire qui est donc extrêmement grand. On parle aussi de répertorisation de villes qui sont répertoriées en termes de territoire en tier city de 1 à 4. Ça veut dire que le classement, en fait, est fait par les tier city 1 et 2 qui vont être les villes les plus peuplées de Chine, la capitale, bien sûr, Pékin, Shanghai, Chengdu et d'autres encore, qui sont vraiment, en fait, les villes les plus peuplées de Chine et où, évidemment, les mobile users, smartphone users vont se retrouver de manière plus concentrée qu'ailleurs. Voilà un petit peu pour ici. Alors, ce qui est aussi, je dirais, avant de passer sur l'autre slide et le reste de la présentation, c'est évidemment l'avancée et l'importance de la technologie, de la 4G et de la 5G, bien sûr, qui est absolument essentielle sur ce côté très connecté et la vitesse de connexion pour pouvoir justement développer des expériences au sein de cet écosystème. Alors, évidemment, pour vous aider à mieux saisir et mieux comprendre, un comparatif presque s'impose entre le monde occidental et la Chine. Ce que vous pouvez là visualiser, évidemment, sur la gauche, ce sont toutes les icônes que nous connaissons tous, que nous consommons tous sur une base, je dirais, quotidienne. Et à droite, on a, entre guillemets, les équivalences qui concernent justement sur la Chine. Alors, ce qui est un petit peu important de comprendre aussi ici, c'est justement à travers l'illustration de cette slide et de toutes ces icônes, c'est de voir à quel point en fait l'écosystème en Chine, il est complètement créé. Il est intégralement généré et créé par la Chine pour faire quelque chose qui lui est si unique puisque cet écosystème est propre à la Chine et uniquement à la Chine. On a évidemment les équivalents de alors les réseaux sociaux, les social networking, on va en parler plus spécifiquement, mais on a donc l'équivalent de Google qui va être Baidu pour le plus connu. En termes de vidéo streaming, nous on est sur les Netflix et les Prime Video, les Bilibili par exemple sont aussi certains pour les plus connus. Sur le format short vidéo, on est tous familiers avec TikTok, mais en réalité, c'est Douyin, la maison mère de TikTok. Et puis, les e-com marketplaces qui sont très, très importantes, dont on va aussi rentrer un petit peu plus spécifiquement. On va avoir Tmall, Taobao, JD, qui sont des grandes plateformes e-commerce qui peuvent être pour nous des équivalents de Amazon, mais vous allez comprendre que en fait, les Chinois vont beaucoup plus loin, que ce soit justement grâce à la technologie, mais aussi surtout l'expérience qui souhaite être offerte à ces consommateurs chinois, à ces utilisateurs chinois, qui sont donc extrêmement connectés et qui sont en demande très très forte d'avoir une consumer experience absolument, je dirais, développée et surtout très immersive. Alors, ici, on a, pour vous représenter un petit peu justement les rankings et les différences entre ces différentes plateformes et qui font aussi qu'elles sont si singulières et si spécifiques. On a ici un petit peu des courbes et un comparatif justement de l'évolution selon les années. En bleu, on est en 2020, en orange, on est en 2021, puis on a aussi justement le graphe en jaune qui nous permet de voir un petit peu les évolutions futures. Il y a un réel engouement, donc Weibo et WeChat étant des social plateformes qui permettent justement de connecter, c'est presque comme un Facebook et un Instagram réunis ensemble au sein des mêmes plateformes. Ça veut dire qu'on peut
avoir un compte personnel, interagir avec ses amis, interagir aussi avec des comptes de marque, avoir accès à des différentes sources d'informations et pouvoir aussi avoir de l'expérience d'achat en ligne. Ce qu'on voit, ce qui est assez intéressant aussi, c'est l'engouement justement sur les plateformes comme Douyin, qui sont donc le TikTok original créé par les Chinois, et Little Red Book, qui est aussi une autre plateforme justement de réseaux sociaux qui permet de générer aussi beaucoup de contenu, beaucoup d'interactions et surtout du contenu qui est souvent, pas uniquement, mais généré par les utilisateurs. On voit qu'il y a un énorme potentiel, enfin levier de croissance en tout cas sur ces deux plateformes-là qui sont clés, parce que le format justement de vidéo court qui permet de rendre justement le contenu encore plus animé, encore plus immersif et de pouvoir justement développer encore plus justement le côté de connexion d'aspect très vivant, très immersif. Je continue et ça c'est très important aussi et c'est quelque chose de, je dirais, très 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 spécifique et propre à la Chine, qui est justement intégralement dans cet écosystème digital Chine. C'est l'aspect, je vais juste quitter mon email qui sonne, excusez-moi pour ça. C'est l'intégration en fait du mobile payment. Aujourd'hui, en Chine, cette action, je dirais, de pouvoir en fait avoir le paiement intégré au sein des plateformes sociales et d'achat, ça a généré en fait vraiment une diminution mais considérable de l'utilisation du cash money ou même de la carte bancaire. La raison pour laquelle en fait les plateformes clés comme Alipay donc de Alibaba ou WeChat Pay de la plateforme sociale WeChat ont intégré et développé au sein même de leur plateforme leur propre modalité de paiement. Apple Pay l'a fait et les grands acteurs aussi de la technologie et de la téléphonie qui vont être les concurrents justement de Apple comme Xiaomi ou Huawei ont également eux-mêmes développé leur mobile payment. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conséquence que cela a sur l'expérience utilisateur et par exemple aussi l'expérience comme consommateur quand on est dans une phase d'achat, par exemple, de relation entre consommateurs et justement shopping, c'est d'aller beaucoup plus vite, premièrement, de rester au sein de la même plateforme sans pouvoir en sortir et de pouvoir générer justement son achat. C'est aussi une manière encore plus sécurisée voilà, gérer la transaction. Et ça représente aujourd'hui plus de 60, quasiment 70% d'utilisateurs qui en fait consomment de cette manière avec le mobile payment. C'est des caractéristiques qui sont vraiment clés justement et spécifiques à la Chine. Ils sont en train de tester euh, justement aussi quelque chose qui leur permet d'aller encore plus vite maintenant. Il y a quelques pilotes qui sont installés dans les grandes villes justement en Chine, qui sont la reconnaissance faciale et de pouvoir là encore aller encore plus vite que même scanner un QR code. C'est-à-dire que le manière de fonctionnement ici sur ce mobile payment, c'est de pouvoir justement scanner un QR code. Donc, soit l'utilisateur avec son téléphone génère un QR code, soit il scanne un QR code qui est au sein de la plateforme pour pouvoir justement procéder au paiement et à la transaction. Alors, ici, ça, c'est déjà bon, un prémisse, si vous voulez, et j'essaye d'être concise mais claire à la fois pour que notre audience puisse justement avoir et commencer à avoir un petit peu des repères dans cette toile de l'écosystème digital Chine. Mais évidemment, nous, ça contribue et ça fait partie évidemment de notre travail à l'agence chez Plus 86, c'est de pouvoir justement travailler en création de contenu sur la consumer experience qui va être justement vécu et parcouru. Ici, je reste et je pense que c'est une manière pour nous justement d'avoir des repères et des points d'équivalence et des points justement de compréhension de différence.
c'est la comparaison entre l'Ouest et la Chine. Alors ici, on est sur une représentation du justement consumer experience et du consumer funnel. Donc, on est la plupart du temps dans notre approche en tant que consommateur en Occident, c'est de vraiment être à la recherche de l'efficacité. C'est-à-dire que dans notre parcours client, on va avoir justement différentes sources qui nous permettent de justement accéder à de l'information, se renseigner en ce qui concerne le produit, avoir justement les points de considération qui sont très importants et de pouvoir justement avoir via différentes sources justement des informations par rapport aux produits ou en tout cas aux services qu'il est souhaité et de consommer. On a des interactions qui vont se passer de Instagram en passant par Google, la consultation aussi des sites de marque qui permet d'accéder à l'information via la plateforme du site en question de la marque, par exemple. Le côté aussi forum review avec justement accès à des commentaires d'utilisateurs, de consommateurs avant de aller justement jusqu'à cette phase de intention d'achat, c'est-à-dire qu'il y a eu toute cette première phase qui est presque au-delà de la moitié de considération avant d'aller sur vraiment l'intention de l'achat jusqu'à l'achat et ensuite arriver sur l'évaluation évidemment de son expérience en termes de consommateur et d'achat client. Ça, c'est ce qui concerne nous, monde occidental. Quand on en arrive à la Chine, ben déjà, le point de départ et l'arrivée et surtout, en fait, l'objectif de cette expérience, en tout cas l'attente de cette expérience, elle est fondamentalement différente puisque on n'est pas dans un souci de besoin et donc d'efficacité, on est dans une volonté qui est animée par avoir du fun. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, les consommateurs chinois sont à la recherche avant tout de vivre une expérience et évidemment que cette expérience, elle soit entertaining, qu'elle soit amusante, qu'elle puisse être instructive, mais surtout immersive. Alors, comment ça fonctionne? La plupart du temps, ça commence justement directement par une e-commerce plateforme. Par exemple, un Tmall ou un JD qui sont, pour vous redonner des équivalences, un Amazon, mais qui est en réalité plus, et on va le voir dans quelques temps. Il y a donc à travers ça, évidemment, différentes manières d'accéder aussi cette exploration online à travers les landing pages justement des marques au sein des plateformes, au sein de Baidu ou au sein aussi des sites des marques. Il y a un travail très très important aussi qui est fait en termes de réseaux sociaux, de RP, d'influence avec justement les KOL, les fameux Key Opinion Leaders, qui peuvent être des ambassadeurs de marque, des acteurs, des chanteurs, des gens d'influence en tout cas. Donc c'est vraiment le rapport RP qui a un énorme poids et un énorme levier d'importance pour la considération justement du consommateur chinois. Le côté participatif et la revue justement des commentaires des consommateurs et des utilisateurs est aussi très importante. Culturellement, c'est vrai que la Chine est un pays dont le sens, je dirais, collectivisme est forcément très ancré dans la culture du pays. Et donc, l'avis des uns et des autres est quelque chose qui représente énormément de poids dans la considération, en tout cas, de l'achat pour arriver jusqu'à l'e-commerce plateforme. Tout ça étant dit, c'est une manière, en fait, surtout et avant tout, de récupérer de l'information, mais surtout autour d'une expérience avant d'arriver justement sur l'achat et l'évaluation, en fait, de son expérience au sein des plateformes digitales, e-commerce et pas que. Alors, je vous parle d'immersion depuis maintenant un moment. On va commencer à arriver sur des exemples un petit peu plus concrets. Ce sera aussi un peu plus, je pense, parlant et illustré. Mais c'est vrai que, alors, cette expérience immersive, on est aujourd'hui, nous, familiers évidemment, avec des créations qui permettent justement d'avoir des visuels, des incarnés aussi, si on parle de cosmétiques
coup de porter, le format vidéo, l'interaction, et arrivé, pardon, depuis maintenant l'année dernière sur Tmall, le côté Chinaverse, qui est aussi, aujourd'hui représente tout simplement les key trends d'évolution sur la plateforme et sur l'expérience, en tout cas e-commerce. Alors, je vais juste ouvrir mon onglet, voilà, pour qu'on C'est bien, puisse... on apprend plein de. Enfin, moi, il y a plein de réseaux sociaux que je connaissais pas, hein. Donc, Bah, c'est hyper. voilà, Ouais, hyper intéressant. Bah, je suis ravie. ouais, Merci du ouais. feedback. Alors, ici, j'ai coupé le son comme ça, je peux commenter en même temps. Vous voyez la vidéo que je suis en train de diffuser? Oui, moi aussi, je coupe mon micro. Tout Ok, à fait, on la super. voit. On l'entend pas, mais je pense que c'est normal, t'as coupé le son. Et puis, de toute façon, c'est en chinois, donc ça va pas, ça va Ouais, pas trop, ça nous reparlerait pas. ça va pas trop Ok. nous avancer. Mais Oui, on la voit bien. ok, super. Alors, l'idée ici de vous montrer ça, c'est en fait tout le programme de Metaverse que Tmall, qui est donc là encore pour vous donner les repères, l'équivalent Amazon chinois, qui a créé en fait son propre Metaverse et qui a lancé à l'occasion du Shopping Festival 11-11, le Double Eleven, que je vais aussi vous expliquer dans un instant, cette expérience en fait Metaverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au sein de l'application, quand on est sur Tmall, on a directement un accès pour rentrer dans l'espace Meta, donc dans le métaverse développé par Tmall, pour y avoir en tant qu'utilisateur une expérience plus, plus, plus. Ce qu'on est en train de voir sous les yeux, c'est en fait des illustrations de ce qui est proposé et développé par le Tmall dans son métaverse et la promotion qui a été, enfin, en tout cas, la campagne de promotion qui a été lancée lors du 11-11 de l'année dernière. Techniquement, en fait, c'est tout simplement, vous avez la possibilité de vivre une expérience et c'est pour ça que le côté immersif est vraiment clé ici. C'est de vous, je reviens juste sur mon doc. Hop, j'ai perdu ma. Attendez, désolée, petit souci technique, j'arrive tout de suite. Hop, Et vous, chez Plus 86, enfin, vous proposez donc des services de création aussi sur les. Enfin, je sais que vous faites de l'identité, vous faites du pack et tout ça, mais vous allez jusqu'au social media, quoi. Oui, alors en fait, je vais vous illustrer ça de toute façon dans une toute petite seconde. J'ai fermé mon doc sans faire exprès. Voilà, je reviens. Hop, hop. Ça, c'est les joies du live. Est-ce que vous voyez l'écran ou pas? Non. Non, on voit rien. Ah bon, alors attends. Hop, 2 petites secondes. Ah oui, voilà. Maintenant, ça devrait être bon. Voilà, je vais me remettre sur la slide où j'en étais. Voilà, on en était là. Je vais répondre à ta question, Lucie, dans un instant. Je voudrais juste boucler un peu sur cette expérience donc métaverse proposée au sein de Tmall et évidemment en dehors de d'autres plateformes. C'est vraiment on en est déjà sur une expérience qui est ultra développée. Ça veut dire qu'au sein de la plateforme, le consommateur, l'utilisateur peut évoluer avec son propre avatar qu'il peut créer lui-même. Il peut se connecter avec ses amis et avoir justement des opportunités d'échange, de dialogue au sein de l'application, accéder à justement différents univers selon ses centres d'intérêt. Alors juste pour savoir, hein, sur Tmall, on est sur un nombre de références produits qui est juste démentiel. Vous pouvez mais trouver absolument tout ce que vous imaginez. Dans ce sens, c'est assez proche de Amazon, c'est-à-dire que vous pouvez trouver de l'alimentaire, le luxury pavillon de Tmall où on va avoir justement beaucoup de grands acteurs français, de marques du luxe qui vont être présents. Vous allez trouver du prêt-à-porter. Vous pouvez aller sur des univers complètement beaucoup plus sur des produits technologiques.
même de l'automobile est vendu sur Tmall. Enfin, c'est extrêmement, extrêmement large en termes de diffusion de produits, de marques, évidemment de grands acteurs du marché, enfin des marques en local, mais aussi internationales, et surtout d'avoir aussi une possibilité très grande et très forte de pouvoir jouer. Je reviens sur le côté fun et le côté entertaining et fun entertaining qui est vraiment propre à la consumer experience en Chine, c'est évidemment la gamification qui est très très forte et qui va, je pense, complètement de pair avec justement cette technologie qui est complètement et intégralement en fait au sein intégré dans la plateforme et dans justement les différents leviers et outils proposés par les plateformes. Euh, c'est important de croiser ça aussi en termes d'agenda. Et on a aujourd'hui en Chine un calendrier qui est assez marqué et assez animé par différentes dates clés. Alors ici, vous avez justement en rouge ceux qui sont vraiment propres aux événements Chine et d'autres qui sont internationaux, qu'on connaît et qui sont vraiment très régulièrement et complètement intégrés en termes de calendrier marketing. Tout ça est quand même communément approché d'une manière vraiment très célébration, là encore, vraiment animée par le côté fun, le côté entertaining, le côté expérience immersive. Nous, ce qu'on recommande évidemment pour nos différents clients, c'est pas forcément de jouer sur tous les événements. On voit là que en fait quasiment chaque mois de l'année, il y a un événement qui soit global ou spécifique à la Chine. L'importance, évidemment, c'est de sélectionner en fonction du parti pris de la marque, du secteur de la marque et justement de son objectif justement de communication, de sélectionner et de pas forcément être présente sur tous les événements. On va retrouver évidemment le Nouvel An et Valentine's Day qui célèbrent voilà, justement la fête des amoureux. Il faut savoir qu'il y a un équivalent en Chine qui est le 4 août et qui est le CVD, qui est le Saint-Valentin chinois. Il y a, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des fêtes qui sont internationales, qui sont intégrées justement dans le calendrier marketing des marques sur le marché chinois, mais il y a aussi des spécificités et des équivalences. Il y a aussi le 20 mai, qui est le 520, qui, quand on le prononce en chinois, veut dire littéralement je t'aime, et qui est une autre date qui célèbre l'amour. Ça veut dire que déjà, sur le côté, on va dire, romantique et célébration de l'amour, ça peut faire un cumul déjà de 3 événements qui sont dans le calendrier. Ceci étant dit, évidemment, ce sont en fait des opportunités qui permettent justement de communiquer, de générer du contenu et de créer de l'interactivité et de l'interaction avec justement l'audience. Aujourd'hui, on est en pleine période, justement, en Chine, des campagnes 11-11. Alors, petit historique, si vous êtes, peut-être vous avez entendu cette fameuse shopping festival qui est le 11-11, qui était le point de départ de la célébration des célibataires. Alors, autant on voit que l'amour est extrêmement célébré dans le calendrier marketing que je viens de vous partager avec finalement déjà 3 événements qui tournent autour du sujet de l'amour. Euh, le 11-11, lui, a été créé et lancé en 2009. Ça fait déjà maintenant un moment, qui était au début tout petit, qui est maintenant devenu quelque chose de monumental en termes d'événements, évidemment, de retombées financières. C'est la célébration des célibataires. C'est-à-dire que Alibaba, son fondateur Jack Ma, a eu la brillante idée de se dire que en fait, il n'y avait pas que finalement quand on était un Valentin ou une Valentine, l'opportunité de recevoir des cadeaux, mais de se célébrer soi-même et donc de se faire plaisir à l'occasion de cette date. Ce qui est Ils sont drôle, vachement c'est plus que positifs que les Occidentaux sur le sujet, hein. C'est bah, vrai, hein. bah,
Ben, c'est pour ça. En fait, tu vois, merci de cette remarque, mais ça montre, je trouve, un état d'esprit, tu vois, déjà qui est pas du tout, qui est pas du tout le même qu'en Occident. C'est vrai. Et c'est assez représentatif de cette Une vision vraie qui est culture de la justement joie, en fait. Tu vois, très une vraie ludique, culture. Ouais, très et puis, ludique, très playful, amusement. ouais, Il y a de la légèreté dans tout ça, et c'est assez intéressant. Et ce qui est rigolo, c'est que donc Timol, qui est représenté par ce petit chat que peut-être vous avez eu l'occasion de voir déjà, euh, a un concurrent direct qui s'appelle Gigi, qui est lui représenté par un petit chien, et qui lui a été lancé l'année suivante, en 2010. Pas la plateforme, mais en tout cas l'événement du 6-18. Donc le 11-11, c'est le 11 novembre. Le 6-18, c'est le 18 juin. Ça a été lancé un an après, dans le but tout à fait clair de concurrencer Tmall sur un autre shopping festival qui fonctionne tous les deux exactement sur le même principe, à savoir créer une période très forte promotionnelle. C'est vraiment voilà les deux géants en fait des plateformes e-commerce qui ont tous les deux créé leur propre événement, marketé leur propre événement, qui aujourd'hui représentent des enjeux colossaux pour les marques en termes de vente. Alors, ils ont tellement acquis finalement l'un et l'autre depuis maintenant plus de 10 ans d'existence et de développement, une telle notoriété, une telle importance et un tel poids pour justement les retombées financières justement des investissements des marques à l'occasion de ces événements, qu'aujourd'hui, ils sont étalés sur quasiment 3 à 4 semaines de temps de promotion et là j'arrive tout de suite à justement ce que nous on peut faire chez Plus 86, ils sont découpés en périodes de phase. C'est-à-dire que évidemment, je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter ce que ça pourrait donner en termes de contenu et de diversité sur 3 à 4 semaines de promotion autour d'une même date clé, il faut quand même pouvoir avoir de la diversité dans son contenu. Aujourd'hui, alors on accompagne nous, Plus 86, depuis maintenant quasiment un an, La Roche-Posay, ça c'est la campagne 6-18 de cette année que nous avons réalisée pour La Roche-Posay. Elle se décrypte et décompose donc en deux phases. Une première phase qui est intitulée pré-sale, donc le pré-vente, qui va être lancée justement 3 semaines ou 4 semaines au préalable de la date du jour J du 18 juin. Et on a ensuite la phase 2 qui correspond justement au Big Day, qui se rapproche justement de la date clé voilà, du jour J du festival. Alors, ce qui est important aussi maintenant de comprendre, c'est évidemment toute l'évolution justement de ces fameux shopping festivals 11-11 ou 6-18, c'est équivalent. C'est-à-dire que quand ça a été lancé à l'époque, il y avait quelque chose très festif puisqu'on parle même pas de shopping événement, on parle de shopping festival. Donc c'est aussi déjà, je dirais, dans l'ADN de l'event en soi, ce côté très festif et très entertaining qui était essentiellement dirigé et animé par des offres promotionnelles. Ça veut dire que l'intérêt pour l'utilisateur et du coup le consommateur, c'est justement de bénéficier de promotions ou d'achats packs regroupés qui sont vraiment lancés à l'occasion de ce festival, ou même de produits exclusifs qui vont être lancés à la période de ce festival. Aujourd'hui, cet aspect évidemment promotionnel est un argument marketing très très important, mais il n'en est plus que à se tenir à ça. Je m'explique. Aujourd'hui, les consommateurs chinois ont quand même acquis une énorme connaissance et se sont en fait familiarisés avec ça et sont en recherche justement et en exigence même, je dirais, d'avoir un petit peu plus que, entre guillemets, juste une offre promotionnelle intéressante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et ça on va aussi le comprendre à travers les différents réseaux sociaux, c'est que tous les réseaux sociaux, et ça rejoint la slide justement sur le consumer experience, euh, tout,
toutes les plateformes, en fait, sont une bonne raison de diffuser du contenu, d'apporter de l'information. Et après, tout dépend évidemment du style, de la manière, de l'exécution qu'ils vont être développés pour mettre ça en œuvre. Ici, sur La Roche-Posay, je pense que vous connaissez la marque dans le sens où c'est une marque de skincare, de soins qui met évidemment en avant une signature très forte dermatologique, quasiment médicale, et qui revendique ça de manière assez claire. Ici, ce qu'on a voulu avec la création de cette campagne, c'est de créer justement quelque chose de très immersif avec un principe d'animatique qui capitalise sur le fait que justement La Roche-Posay est la marque numéro un dermatologique justement sur le soin et qui permet de jouer en fait justement avec un slogan très très fort. La compétition sur ces périodes de festival, elle est extrêmement dense. La compétition, elle se joue entre des marques qui vont être internationales, donc étrangères, si on le regarde d'un point de vue chinois, mais aussi avec des grands acteurs en local, puisque aussi sur le secteur de la skincare industrie sur laquelle nous, on est très fortement positionnés, il y a beaucoup de concurrence et des concurrences qui ont des arguments très forts puisque connaissent très bien leur marché avec toutes les spécificités justement d'une consommatrice ou d'un consommateur chinois euh, en ce qui concerne son écosystème, ses incarnations de peau, l'environnement justement très urbain et donc très pollué et très dense dans lequel justement la personne évolue, etc., etc. Donc, ce qui était important pour nous, c'était de marquer évidemment la différence avec un animatique qui permette de capitaliser sur le slogan très fort de La Roche-Posay qui assoit et reconfirme la légitimité de la marque en étant le numéro un sur le soin dermatologique, d'être complètement en phase avec les codes de la marque, c'est-à-dire qu'on est justement sur des codes de la signature du rectangle bleu combiné avec le blanc, de marquer une vraie différence, ça c'est très important justement pour tenir, je dirais, en animation de consommateur sur 4 semaines de période de promotion, c'est de bien marquer la différence entre la phase de pré-sale, donc de pré-vente, et la phase du big day, et d'être voilà le plus je dirais entertaining possible et qu'il n'y ait surtout pas dans cette période où tout le monde, toutes les marques dépensent énormément d'argent, investissent énormément sur ces périodes de festival, de pouvoir en fait se différencier clairement et de justement marquer les esprits. Alors, ce qui est aussi évidemment important de comprendre, c'est comment après, c'est que cette campagne vit sur les différentes plateformes. Alors, la manière dont nous, on travaille, c'est aussi comme ça que les marques nous interrogent et ont besoin, c'est-à-dire qu'à travers un concept, évidemment, ce concept de key visuel, de key vidéo sur les différentes phases doit pouvoir après se décliner selon les différentes plateformes et les différentes utilisations, surtout pour générer et développer et diffuser du contenu. Donc ici, ce que vous voyez, là encore, toujours en comparaison la phase de prévente et la phase du bid day, c'est de pouvoir en fait décliner ça en landing page. Je m'explique. Dans les plateformes, par exemple WeChat, vous avez accès au compte de la marque. Une fois que vous rentrez dans le compte de la marque, comme nous, on peut avoir accès sur Instagram, sur le compte, par exemple, de La Roche-Posay, le WeChat va bien plus loin, c'est qu'en fait, elle permet de diffuser des articles. C'est comme si vous étiez dans un mini site internet finalement au sein de la plateforme de réseaux sociaux et d'accès de contenu de WeChat. Vous rentrez dans cet article en fait se développe après vraiment comme une page à scroller. Ça permet de faire des focus justement là sur notre exemple de La Roche-Posay en mettant vraiment des points de lumière sur les différents produits, de générer du contenu, de mettre en avant les vertus justement des différentes gammes et de mettre un accent à la fin de la landing page sur justement peut-être le code promotionnel et de pouvoir aller sur justement sa phase d'achat. En parlant d'achat,
évidemment, ce qui contribue aussi je dirais, animer, entretenir en tout cas l'utilisateur et le consommateur autour de cette période. Là encore, nous, en termes de développement d'AS, ce que vous voyez là, c'est que de pouvoir en fait penser un concept qui se décline le plus possible sur les différentes utilisations. Et là, en l'occurrence, pour le live streaming. Le live streaming, c'est quoi? C'est le bon vieux téléachat qu'on connaissait et qui, je crois, existe encore un petit peu toujours. Mais qui est au sein même de la plateforme, c'est-à-dire il peut être dans le compte de la marque, par exemple chez WeChat, ça peut être aussi les e-com marketplace qui ont leur propre session de live streaming et qui vont pouvoir diffuser justement une session téléachat où, alors, qu'est-ce qui se passe dans cette séance? On a un ambassadeur de marque ou un ambassadeur de plateforme e-commerce ou un influenceur justement qui est superstar du live streaming qui va justement donner des rendez-vous, diffuser justement du contenu sur la marque, les produits, les bénéfices produits, diffuser évidemment des codes promotionnels qui vont être lancés ça sur le chat qu'on voit. Ça veut dire que les gens peuvent saisir ce code, bénéficier de ce code, interagir, poser des questions bien sûr. Voilà, c'est un format qui est très 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 puissant, le live streaming, qui rend justement l'expérience non seulement immersive, mais en plus interactive. Et c'est ce qui contribue à tenir en haleine, je pense, ces consommateurs qui sont extrêmement connectés. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps. Je vais accélérer un petit peu, mais je pense que c'est quand même important de pouvoir balayer les key plateformes, en tout cas les quatre réseaux sociaux super puissants et super importants qui sont en Chine. On va commencer, je vous en ai parlé, c'est WeChat. Alors WeChat, c'est vraiment la plateforme qui est assez incroyable. Elle compte 1,3 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Elle a cette spécificité qu'on appelle mini-programme qui permet justement de diffuser en fait énormément de contenu et une grande différence justement de type de contenu, que ça peut être informatif, de marque, vraiment tout type de choses. Une audience qui est extrêmement large parce qu'elle n'est pas catégorisée comme étant juste une audience, par exemple, jeune, comme peut-être Douyin peut l'être, l'équivalent enfin, en tout cas, la maison mère de TikTok. Elle est autant masculine que féminine. Et surtout, il s'y passe énormément de choses. C'est-à-dire qu'on peut interagir avec ses amis comme une plateforme de réseaux sociaux. On peut jouer, on peut avoir accès à du contenu de marque, on peut payer, c'est-à-dire que c'est un outil de paiement. Ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, c'est qu'en scannant un QR code au sein de WeChat, on peut payer son taxi, sa note de restaurant, faire son achat au sein de la plateforme de marque dans l'application. On peut avoir un health check, on peut voilà, accéder à un service de Deliveroo, donc de livraison de food. C'est très, très, très complet. Ce qui fait que, en fait, WeChat est la plateforme dans le sens où tous les Chinois utilisent WeChat sur une base quotidienne et est une opportunité de connecter énormément avec tous ces utilisateurs. Le exemple commun qui a été pris, c'est une étude que nous avions conduite pour Make Up Forever, qui est le exemple commun pour vous illustrer un petit peu aussi comment un compte de marque peut être structuré d'une plateforme à une autre. Ici sur WeChat, c'est vraiment la plateforme qui permet justement de diffuser énormément de contenu avec des articles qui vont avoir des vrais points d'attention très clés. Et nous, par exemple, agence, on peut être là justement pour créer du contenu pour ces fameux articles comme campagne, comme je vous l'illustrais avec La Roche-Posay un peu plus tôt. On va avoir des focus évidemment qui vont être sur les produits, les campagnes, des looks make-up et tout ce qui va être aussi sur le celebrity booster puisque
l'influence et en tout cas les réseaux d'influence via les célébrités est quelque chose qui a une retombée très forte en Chine. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à travers ça, il y a toujours une conversion qui est commerciale. Elle se concrétise soit par les fameux mini-programmes qui ont leur propre store inclus. Donc, on va pouvoir avoir des articles et des mini-articles par gamme, par produit, par exclu ou édition limitée, dans lequel, en fait, l'achat va pouvoir se passer. On va avoir le live streaming qui va aussi être host hébergé au sein même de la plateforme. Et cette tactique quand même promotionnelle qui fonctionne encore et toujours, d'avoir justement des TAO passwords, c'est-à-dire des codes promotionnels qui nous permettent en fait, une fois qu'ils sont rentrés, d'avoir des coupons ou des réductions directement. J'avance un peu parce que le temps nous manque, mais Weibo est la deuxième plateforme qui est aussi très importante et très présente en Chine, qui représente voilà, beaucoup d'utilisateurs. C'est une audience qui est post-90 essentiellement et féminine essentiellement. C'est la plateforme qui permet de générer de l'influence et qui permet de diffuser aussi beaucoup d'informations. On est sur vraiment une type de contenu qui est très breaking news, les gossips de célébrités. Donc, on vient quand même sur cette importance de l'influence et on peut le considérer comme un équivalent de Twitter. Toujours sur l'exemple de Make Up Forever, ça vous permet visuellement aussi de comprendre comment sur la même marque à une même période, les choses sont structurées différemment. Et ici, l'angle tout de suite via la marque, au sein du compte de la marque, c'est quand même de mettre en avant son égérie. Donc ici, on rentre vraiment par l'exposition, la mise en avant de l'ambassadeur, l'égérie, la star qui fait partie, enfin qui est en tout cas le visage de la marque ou un des visages de la marque. On retrouve après exactement le même type de structure, à savoir produit, make-up look, campagne et boost sur la célébrité, néanmoins est mis en avant d'une toute autre manière puisque incarné par soit l'ambassadeur de la marque, soit par des utilisateurs eux-mêmes, qui permet justement d'avoir ce côté un petit peu plus interactif et surtout communicatif, quelque chose de un peu plus parlant avec un tone of voice peut paraître moins officiel en tout cas que sur WeChat. La conversion, elle, commerciale ici se passe vraiment directement avec un accès e-commerce qui est inséré en fait au sein même justement des articles, incluant aussi le Weibo Store, puisque Weibo a également aussi sa partie store à l'intérieur. Little Red Book est l'application qui aussi joue et est un grand acteur quand il s'agit justement de pouvoir être sur les réseaux sociaux en Chine et en création de contenu pour les marques. Ce qui est très intéressant, c'est que en fait, Little Red Book a ce côté très social et UGC, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme, mais c'est User Generated Content. Ça veut dire que les utilisateurs en fait, ont la possibilité de pouvoir eux-mêmes diffuser du contenu au sujet de la marque. C'est quelque chose qui a un énorme poids et représente vraiment son importance auprès des consommateurs chinois, puisque c'est pouvoir entendre justement de personnes comme vous et moi en complément et en plus justement de la voix de l'ambassadeur ou de la célébrité qui va être le visage qui représente la marque, mais qui va pouvoir justement accéder à tout cet énorme volume d'informations avec justement des tests, avec la mise en pratique, le côté beaucoup plus tutoriel. On va aussi avoir des experts, par exemple, de maquillage qui vont venir intervenir. Donc, on est aussi sur un format où on a beaucoup de vidéos et de démonstrations. Ce qui est important en termes de tactique ici aussi de comprendre, c'est que c'est une tactique marketing qui repose quand même énormément sur justement des témoignages, des recommandations d'utilisateurs
pour justement qui contribuent en fait à la consommation et à l'achat sur la plateforme Redbook. Et Douyin, qui est donc la plateforme la plus influente de format court de vidéo, avec quelque chose, un poids très très fort en termes de conversion, puisque ils ont leur possibilité de pouvoir générer l'achat au sein même de la plateforme. Donc ici, c'est aussi une plateforme où on peut avoir vraiment beaucoup de contenu en fait généré et créé par les utilisateurs. C'est une autre forme d'influence, un discours qui est beaucoup plus un discours de proximité, de se sentir justement équivalent et de pouvoir en fait avoir des commentaires et des témoignages qui sont plus authentiques en termes justement de tone of voice, avec justement les flagship stores qui vont pouvoir être diffusés au sein de Douyin, au sein des comptes de marque, et puis être relayés justement par, alors, soit des ambassadeurs de marque et d'utiliser, comme c'est la plateforme short vidéo, le live streaming, et d'avoir aussi des super influenceurs experts du live streaming qui vont pouvoir justement aussi relayer le contenu de marque généré par leur propre, presque leur propre émission, en fait. Donc voilà, je vais à peu près, je check le temps terminé là-dessus. Oui, on a encore quelques minutes, C'est mais c'est ça. hyper intéressant, franchement. J'ai envie de tout essayer en fait maintenant, comme une gosse. C'est un univers complètement propre. C'est pour ça que il est important de pouvoir un petit peu le dessiner et on va conclure justement sur cette dernière roadmap qui vous permet un petit peu de récapituler tout ce que je vous ai expliqué. Mais on est vraiment sur une toile en fait qui est hyper active et surtout populaire et avec beaucoup d'applications qui sont très présentes en termes de médias et de diffusion, avec justement des comptes officiels qui peuvent justement être rediffusés selon les plateformes clés. Donc, je viens de vous highlighter, je dirais, présenter un petit peu plus en détail très succinctement. Et évidemment, ce lien très fort avec la conversion commerciale, de pouvoir avoir des relais qui vont être sur les marketplace, e-commerce marketplace très très fortes comme JD et Tmall dont je vous ai parlé, et utiliser justement ce live streaming qui est en complément la façon justement de pouvoir diffuser du contenu, apporter justement des démonstrations, mais aussi évidemment des opportunités d'accéder à de la promotion et donc contribuer à justement la conversion commerciale. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus Ça et marche. je Bah serais écoute, ravie évidemment de répondre aux questions s'il y en a. oui, je ne sais pas, Camille, est-ce que tu as des questions concernant tout ce que Daphné, déjà merci Daphné parce que c'était hyper complet, tu as une présentation magnifique. Ça donne vraiment envie de regarder en profondeur, de se faire le replay et d'aller tester surtout toutes ces applications qui, en fait, ne nous est pas forcément très connues, en tout cas en France ou en Europe, du moins. WeChat, je connaissais, mais alors le reste, c'est vrai que ça m'a perdu, mais je me suis dit, ah là, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Déjà que ma nièce m'a dit que Facebook, c'était pour les vieux il y a 2 jours. Donc voilà, et donc voilà, bah écoute, moi j'ai pas de questions, mais peut-être que Camille, qui est connectée avec nous, en a. Oui, bah écoute, bravo Daphné, c'était hyper intéressant, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un écosystème très très spécifique, comme tu nous l'as démontré, avec peut-être pas mal d'opportunités aussi pour différents marchés, peut-être français, je sais pas. Donc, quel est ton point de vue sur le sujet? Et puis, j'avais une question par rapport aux plateformes que tu présentes en Chine. Elles sont exclusivement sur le marché chinois ou est-ce qu'elles sont ailleurs en Asie ou dans le monde? À part Alors, TikTok qu'on connaît tous.
Ouais, alors TikTok en plus c'est intéressant que tu en parles, mais c'est vrai que le TikTok que nous on connaît n'est pas exactement le même que le Douyin qui existe en Chine. Donc bon, c'est essentiellement la même chose, mais avec justement le côté commercial rate et commercial beaucoup moins présent sur TikTok, parce qu'en fait aujourd'hui on n'a pas la possibilité. Je crois que seul au UK TikTok a le TikTok Store au sein de la plateforme. Mais Mhm. ce qui n'existe pas en tout cas, les autres marchés, en tout cas pas pour le moment. Donc ça, c'est une des différences. Après, alors, aujourd'hui, si toi, tu souhaites télécharger, par exemple, WeChat ou Little Red Book ou même Weibo, par exemple, c'est possible. Tu vas avoir néanmoins des limitations sur justement ce que la plateforme, elle, propose sur les applications qu'elle propose à ses utilisateurs chinois. Mhm. Surtout, par exemple, sur le sujet du mobile pay, euh, quand tu es finalement étranger, c'est-à-dire que tu n'as pas une identité chinoise, un compte Mhm. bancaire en Chine, tu Oui. vas être très limité sur justement le mobile pay, qui est quand même un des attributs, je dirais, clés sur ton expérience en fait au sein de l'application et ton expérience en tant que consommateur aussi. Tout l'intérêt finalement de ce mobile pay, en plus de la sécurité, je dirais, tu vois, technologique qu'elle génère, puisque elle est reliée à ton identité et à ton compte bancaire, c'est justement le côté rapidité. Ouais. C'est vrai que ça va être quelque chose qui est beaucoup plus complexe. J'ai vu que depuis cette année, avec justement la réouverture de la Chine, tout simplement depuis janvier cette année, à cause Mhm. du Covid, WeChat Pay et Alipay ont ouvert justement aux étrangers la possibilité de pouvoir joindre à leur compte bancaire étranger. Donc, je sais pas, admettons un HSBC France, par exemple. Ouais. Ouais. Et ça a une limite de temps, c'est-à-dire qu'il y a c'est quand même encore un projet pilote. Je crois que tu as 30 jours d'utilisation avec un levier qui est d'un certain montant que tu ne peux pas excéder. Donc ça veut dire que tu n'es pas non plus dans tes pleines possibilités et fonctionnalités d'exploitation comme un utilisateur chinois. Voilà, c'est D'accord. en partie de réponse que je peux t'apporter. Bien. Super. Ok, je vois. Donc, ouais, c'est quand même pour l'instant encore assez circonscrit à la Chine. Ben, si tu veux, il y a quand même ce truc en Chine qui est de dire euh, on, on développe finalement nos propres plateformes, nos propres applications avec un système qui est unique à nous. C'est une manière de garder le contrôle. On sait que c'est un des aspects que le monde occidental peut critiquer justement avec la Chine. C'est une réalité. C'est quand même fait Ouais. en sorte aussi pour que ce soit moins accessible. Et donc, je sais pas, tu peux voir ça comme moins hackable, moins comparatif. Il y a plein de choses qui peuvent être vues de cette manière ou interprétées de cette manière, mais c'est une réalité aussi. C'est pour ça que les enjeux sont grands, c'est-à-dire que c'est un petit peu notre raison d'être à nous, plus 86, d'être ici, d'être basé à Paris, mais d'être quotidiennement connecté justement avec cette Chine digitale qui est si particulière, c'est de pouvoir en fait essayer de voilà, donner les clés à nos interlocuteurs et de pouvoir les conseiller justement non seulement avec la création du contenu, mais aussi d'avoir un aspect pédagogique, je dirais, sur qu'est-ce qui ferait sens pour eux de faire sur ces plateformes-là sans dénaturer la marque, sans dénaturer justement les bonnes opportunités de communiquer sur les différents événements, festivals ou autres que j'ai pu évoquer, tout en faisant sens justement par rapport à la marque et par rapport à ses objectifs. Donc voilà, mais il est vrai que sans ça, étant donné en plus les enjeux financiers que ça peut représenter, c'est un marché qui est pas facile d'accès et je parle évidemment même pas de la barrière de la langue. Voilà, voilà, c'est notre raison d'être. On est là pour ça. Mm.
Tu parles Super, chinois, c'est intéressant. Daphné, ou tu prends des cours ou pas Alors, moi, je maintenant? prends des cours. Je prends des cours. C'est un apprentissage qui est un peu long, euh, mais évidemment sur l'équipe essino-française, comme je vous le disais, donc on a pas mal d'interlocuteurs qui parlent chinois, mandarin, anglais et français, et qui permet justement qu'on soit très à l'aise sur cette communication entre l'Occident et la Chine et vice-versa. Ouais, super. C'est un très beau positionnement. En tout cas, vraiment belle agence et puis bon process créatif. Donc, merci pour ces partages si généreux. J'étais vraiment ravie de te recevoir. Pour juste terminer, le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube Women in Design. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à le partager aussi. Et puis, on se retrouve le 16 novembre avec une autre conférence et ce sera avec la fondatrice de l'Institut du design français, Anne-Marie Sargueil. Et on regardera, en fait, c'est quoi cet institut qui existe depuis des décennies et qu'est-ce qu'ils font au sein de l'industrie du design en France. Voilà, donc ce sera le 16 novembre, pardon. Bon, ben merci beaucoup, Ben, Delphine. c'est Merci moi, à merci toutes. beaucoup. Voilà. À À bientôt, très merci. bientôt. Merci beaucoup, Ouais, Daphné. au revoir. Merci. Au Merci. Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir, merci.